Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, Emmanuel Macron entre communication guerrière et tentative d'illusion européenne. Néant continental et chaos national. Le paysage politique français est morcelé. À 2 ans et demi de la présidentielle, le Premier ministre est sous la menace. Les gauches sont divisées. Les LR se cherchent et le RN semble attendre son heure. Et enfin, un sujet sur les jeux d'argent qui rencontrent un franc succès en France. Emmanuel Macron s'engage dans une communication de plus en plus agressive, voire va-t-en-guerre vis-à-vis de la Russie, qu'il qualifie désormais de menace existentielle et prédatrice, mais semble bien seul dans cette perspective. Le décryptage de Nicolas de Lamberterie. Depuis plusieurs jours, Emmanuel Macron multiplie les initiatives nationales et internationales pour se poser en meneur d'une Europe qui ne veut rien céder sur le dossier ukrainien face à la volonté russo-américaine de terminer le conflit en Ukraine en laissant de côté Ukraine et Europe d'une grande partie des négociations. Après avoir réuni plusieurs dirigeants européens à Paris, Emmanuel Macron a réuni hier après-midi les chefs des partis français au sujet de ce qu'il appelle la menace existentielle russe, puis a répondu en fin de journée à des questions d'internautes en direct en qualifiant la Russie de puissance prédatrice. Alors que l'Allemagne est en pleine campagne électorale, Emmanuel Macron semble donc essayer de se poser en meneur des Européens pour faire face aux Russes et aux Américains sur le dossier ukrainien. Sauf que voilà, cette approche développée par Emmanuel Macron est très loin de convaincre tout le monde au sein de l'Union européenne, en partie dans l'Est de l'Union, à l'exception des pays baltes, anciennes républiques soviétiques, qui viennent d'ailleurs de se découpler du réseau électrique russe. Outre la position de neutralité bien connue du Hongrois Viktor Orban et du Slovaque Robert Fico, on voit maintenant le principal baron de la politique bulgare, Boyko Borisov, s'aligner sur la position de Trump par rapport à la nécessité de la tenue de nouvelles élections en Ukraine. Le Roumain Călin Georgescu, présenté de façon spectaculaire mais peu sérieuse comme pro-russe, est lui aussi totalement aligné sur les positions du nouveau pouvoir américain, qui fait d'ailleurs pression sur le régime de Bucarest pour que l'élection présidentielle annulée par le coup d'État de la Cour constitutionnelle en décembre dernier ait finalement lieu, ce qui aboutirait probablement à l'élection de Georgescu. Le gouvernement tchèque, pourtant très fortement engagé dans le soutien à l'Ukraine ces dernières années, commence à tempérer son discours à l'approche des élections législatives en Tchéquie et se montre réservé sur les projets de mission de maintien de la paix avec présence physique de soldats européens sur la ligne de front en Ukraine. Même en Pologne, le pays européen le plus hostile à la Russie, on voit désormais les conservateurs retourner dans l'opposition, mais qui espèrent conserver la présidence de la République en mai et mettre leurs réserves sur une entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. La plupart de ces pays étaient jusqu'alors alignés sur une position pro-Ukraine. Mais en réalité, si l'on y regarde de plus près, il y a une constante dans la position de ces pays de l'Est de l'Union européenne. Ils restent atlantistes et sont donc fortement alignés sur Washington. Par conséquent, maintenant que la position de la Maison-Blanche a changé, ils suivent le mouvement et laissent donc au second plan les velléités de certains dirigeants d'Europe occidentale. Quant à l'Allemagne, même si ses dirigeants ne semblent pas disposés à totalement désavouer leur condamnation morale de l'attaque russe envers l'Ukraine, ils sont en parallèle très affairés à essayer en coulisses de faire des compromis avec Washington, voire Moscou, dans le but de sauver ce qui reste de leur industrie qui a été durement affectée par l'explosion des coûts de l'énergie. Mais quand on y regarde de près, on se rend compte que même l'idée de l'envoi de troupes de maintien de la paix en Ukraine, hypothèse avancée encore récemment par les Britanniques, ne résiste pas beaucoup aux effets d'annonce, puisque Macron lui-même finit par reconnaître que la présence de troupes européennes sur la ligne de démarcation après un cessez-le-feu ne pourrait se faire que dans un nombre très limité. En réalité, toute cette agitation ne semble avoir lieu que dans le but de préparer les populations européennes, et notamment françaises, à un prétendu effort de guerre qui doit surtout habiller l'aggravation de leur appauvrissement, au même titre que par le passé le Covid ou les mesures dites vertes. Du côté des États-Unis, il semble que l'objectif de Trump soit, au-delà des effets d'annonce fracassantes et parfois contradictoires, de débrancher au moins partiellement l'État profond, de sortir les États-Unis d'un conflit ukrainien que l'Occident n'est pas parvenu à remporter, et de refaire des États-Unis une puissance industrielle en réorientant les efforts du pays vers la consolidation interne, y compris en laissant ses vassaux européens, totalement inféodés à l'État profond démocrate, s'écrouler. Quant à la Russie, dès lors qu'elle obtiendrait les garanties de sécurité
sécurité auquel elle tient tant, une sortie ne serait-ce que partielle du conflit ukrainien lui permettrait de sortir la tête haute d'une guerre où elle a certes tenu le choc face au soutien massif de tout le monde occidental accordé à Kiev, mais dans laquelle des points plus mitigés apparaissent dans le bilan, notamment le fait qu'elle a déclaré l'annexion de 4 oblasts ukrainiens, dont aucun n'est à 100% militairement conquis par les forces armées de la Fédération de Russie. Quant à l'Ukraine, les scénarios du pire semblent envisageables. Si l'on tente la comparaison historique avec l'Allemagne au sortir de la Première Guerre mondiale, on peut envisager des réactions du type coup de poignard dans le dos d'une part, ou des phénomènes de type corps franc d'autre part, dans un pays certes en grande partie endommagé, mais où erreront des centaines de milliers d'anciens combattants aguerris et ou traumatisés. D'autres scénarios, qui rappelleront les événements consécutifs à la dislocation de la Yougoslavie, laissent envisager une explosion des pratiques mafieuses avec des groupes qui auront été surarmés à la faveur du conflit. Une possibilité qui inquiète tout particulièrement les pays d'Europe centrale, frontaliers de l'Ukraine. Et c'est précisément ce gigantesque fardeau que les États-Unis et la Russie pourraient bien laisser à des dirigeants européens fanatisés, disposés pour cela à sacrifier le niveau de vie de leur population et le fonctionnement démocratique des institutions des pays européens. Bayrou sous pression, le NFP qui explose et le PS qui implose, LR en guéguerre des chefs et le RN dans l'attente. Le paysage politique français est morcelé à près de 2 ans et demi de la prochaine élection présidentielle. Le petit monde politique français éparpillé façon puzzle. 8 mois après les dernières élections législatives, l'équilibre politique du pays est précaire et le président Macron, qui aime avoir la main sur tout, semble la perdre sur à peu près tout. Si l'on parle beaucoup de son impuissance et de celle de ses compères européens dans le dossier ukrainien, en politique intérieure, le président a aussi beaucoup perdu après avoir déjà perdu pas mal en 2022. Son socle commun, hérité des élections législatives, lui a certes permis de faire la jonction entre le centre-gauche et le centre-droit dans une équipe gouvernementale, à défaut de le faire dans un parti. Problème, ce socle ne dispose pas d'une majorité absolue et se trouve en plus être désuni. Son Premier ministre, François Bayrou, se trouve empêtré dans l'affaire Betaram pour laquelle il aurait difficilement pu moins bien communiquer. Il doit faire face à des motions de censure quasi hebdomadaires depuis son arrivée à Matignon et la Cour des comptes tire la sonnette d'alarme pour les retraites en dépit de la réforme passée et alors que s'ouvrent des négociations pour revenir sur le texte avec les fameux partenaires sociaux. Le centre macroniste, historique composé de Renaissance, du Modem et d'Horizon, demeure regroupé même si les ambitions des uns et des autres provoquent des petits remous, que ce soit avec Édouard Philippe et ses ambitions présidentielles, ou François Bayrou et son petit caprice pour prendre Matignon. À droite, en revanche, avec les nouveaux arrivés dans la besace de Michel Barnier, les LR, l'affaire est plus compliquée. Alors qu'Emmanuel Macron était parvenu à faire imploser le PS en 2017, la droite parlementaire s'était montrée plus résistante. Mais à grand renfort de débauchage, le président était parvenu à marginaliser le parti lors des élections présidentielles et législatives en 2022. C'est finalement en 2024 qu'il parviendra à faire la jonction, faisant d'une défaite aux législatives une petite victoire politique. Mais du côté de la droite, la guéguerre qui s'ouvre entre le président du groupe à l'Assemblée nationale, Laurent Wauquiez, et le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, pourrait contrarier l'équilibre du socle commun. En effet, le premier cité critique allègrement le gouvernement et l'héritage macroniste, tandis que le second présent au gouvernement ne peut guère se montrer trop dur avec l'actuel chef de l'État. Longtemps restés à distance du macronisme, les Républicains entendent jouer leurs cartes pour 2027 et se dirigent vers une candidature plutôt droitière avec la méthode Sarkozy pour tenter de siphonner les voix du RN, ce qui n'est pas gagné, le souvenir de ce dernier et l'état du pays n'étant pas vraiment propice. Dans cette petite cuisine au centre et à droite, le ministre de la Justice Gérald Darmanin, transfuge des Républicains, propose d'organiser une primaire de la droite et du centre. Numériquement, il semble que c'est la seule solution pour éviter un second tour Mélenchon-Le Pen. Si l'idée peut paraître séduisante, elle semble irréaliste tant les différences, au moins de style, sont évidentes entre le centre-gauche macroniste, rallié du PS, et la droite qu'entend incarner Bruno Retailleau. La gauche, justement, se trouve dans une situation d'éclatement qu'elle connaît souvent. Le nouveau Front populaire a plus ou moins implosé avec le PS mis au banc par les Insoumis, mais pas par les écologistes et les communistes. Les communistes, parti la plus faible de ce bloc, sont régulièrement pris à partie par Jean-Luc Mélenchon, dont ils semblent pourtant idéologiquement les plus proches. Le parti n'aime pas les provocations du leader insoumis et a besoin d'alliances locales avec le PS et les écologistes pour survivre.
Quant aux écologistes, ils parviennent, avec Marine Tondelier, à ménager les socialistes et les insoumis, se plaçant plus à gauche que le PS, mais en évitant les querelles publiques. Un numéro d'équilibriste qui permet habilement au parti de se donner, ou tout au moins d'avoir l'impression de détenir une place de pivot à gauche. Si la question de la présidentielle est loin, il semblerait pour l'heure que Jean-Luc Mélenchon ira pour un dernier tour de piste et il est possible que le reste de la gauche présentera un candidat pour tenter de proposer une alternative vaguement social-démocrate. Le PS devrait être à la tête d'une telle alliance, mais il devra régler ses propres querelles internes, alors que le congrès de l'été 2025 semble voué à un affrontement entre Olivier Faure et l'ancien président François Hollande. Comme LR, le PS demeure très présent localement, notamment dans les départements et les régions. Il a une carte à jouer, mais ne dispose pas de meneur charismatique pour le moment. Enfin, le Rassemblement national est lui devenu arbitre à l'Assemblée. Personne ne veut de lui, mais tous doivent composer avec lui. LFI tente d'en faire un repoussoir, mais compte dessus pour ses motions de censure, quand le gouvernement compte dessus pour éviter les motions de censure. La stratégie de normalisation du RN aura été aidée par les outrances de la gauche insoumise, et elle se poursuit, semble-t-il, avec l'abstention pour le vote en commission des lois sur le choix de Richard Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel. Un détail aujourd'hui qui pourrait demain être un caillou dans la chaussure de Marine Le Pen en cas d'arrivée au pouvoir. La présidente du groupe RN à l'Assemblée demeure suspendue au verdict du procès des assistants parlementaires le 31 mars prochain. Une peine d'inéligibilité paraît assez improbable, mais n'est pas à écarter. Si Marine Le Pen passe entre les gouttes, elle endossera probablement le rôle de favorite pour 2027, même si d'ici là, de nombreux événements internes au pays comme externes peuvent se produire. Dans ce champ de ruines qu'est le paysage politique français, l'agent du chaos, Emmanuel Macron, est parvenu à briser l'équilibre insatisfaisant du bipartisme. Se revendiquer de son héritage ne sera probablement pas un atout politique au centre en 2027. Il pourrait néanmoins avoir un rôle, même négatif, dans le prochain scrutin. D'ici là, il ne lui reste plus guère d'armes à sa disposition. Les référendums qu'il a annoncés, s'ils ont lieu, ne traiteront pas de sujets primordiaux pour les Français ou serviront de diversion sociétale à l'image de l'euthanasie. Reste encore et toujours la dissolution, mais avec un risque. Dans le cas d'une gifle un peu trop sévère à un tel scrutin, le président perdrait un peu plus de pouvoir encore, ce qu'il ne cherche probablement pas. Les jeux de hasard, un moyen pour s'enrichir pour un petit nombre, mais surtout de se ruiner. Comment expliquer cette tendance qui séduit une population de plus en plus jeune? Renaud de Bourleuf. Les Français de plus en plus accros aux jeux de hasard. Est-ce un hasard? Loto, casino, tickets à gratter, paris en ligne. Des sommes d'argent considérables sont dépensées chaque année. Concernant la Française des Jeux, organisatrice du Loto et de l'Euro-Million, 26 millions de Français tentent leur chance dans l'un des 5 grands jeux proposés, ce qui représente environ 12 milliards d'euros. Certains joueurs sont habitués à dépenser 50 € par mois pour l'ensemble de ces jeux. Je gagne souvent, date de naissance de mon chien. Ça sort souvent ces numéros. Je prends le temps de vivre et puis ça me divertit. Je fume pas, donc c'est une compensation, quoi. Si on ne gagne pas, tant pis. Le plus important, c'est d'avoir la sensation. Quand on gratte, on espère toujours quelque chose derrière le grattage. Des fois, ça paye, des fois, on se mord les doigts. Précisément, certains peuvent se mordre les doigts pendant plusieurs dizaines d'années sans pour autant arrêter. Si on prend l'exemple du loto, il y aurait une chance sur 19 millions de toucher le gros lot. Beaucoup d'argent dépensé pour rien. Le sociologue Michel Fils décrypte cette attitude paradoxale. Je crois qu'il faut rappeler peut-être que c'est l'espoir qui fait le joueur. Gagnant ou perdant, il y a toujours l'espérance qu'il y aura malgré tout quelques gains. Et on voit bien, ne serait-ce qu'avec les jeux que l'on trouve dans les bureaux de tabac, les jeux de grattage, qu'il y a toujours évidemment quelques euros à récupérer avec ce type de jeu. La deuxième chose, c'est que nous sommes dans une société dont la seule valeur cardinale est l'argent, avec un grand A. Ce qui a été souligné depuis déjà des décennies et des décennies en remontant aux grands déclarateurs sur ce sujet. Je pense au philosophe Alain qui a bien montré que nous entrions dans cette société où chacun va partir à la quête de l'argent. Alors, il est évident que quand on est dans le haut de l'échelle sociale, qu'on est un grand patron, par exemple, il est évident que cette question n'est pas un souci. Par contre, plus on descend dans l'échelle sociale,
plus on se rapproche des zones de précarité et de pauvreté, et plus, évidemment, on va chercher à compléter ces revenus par des revenus complémentaires. Un phénomène qu'on observe chez des populations de plus en plus jeunes. 58% des joueurs de casino et de jeux en ligne ont moins de 35 ans. Une catégorie exposée dans des proportions plus fortes que la moyenne aux canaux digitaux, réseaux sociaux, influenceurs. À la volonté de gagner de l'argent, Internet ajoute une culture de l'immédiateté. On ne peut pas dire qu'il y a un profil type de joueur, et d'ailleurs ça commence très tôt. Je me souviens qu'il y a 30 ans, je voyais déjà dans les bureaux de tabac des collégiens acheter des jeux de grattage. Et aujourd'hui, évidemment, ce mouvement se poursuit malgré la règle d'interdiction. Internet, évidemment, a accéléré le mouvement grâce aux influenceurs en particulier. Je crois que le principe est simple. Pour beaucoup, il s'agit de gagner beaucoup d'argent et très rapidement. Et j'ai presque envie de dire sans effort, puisque l'effort n'est pas non plus toujours une vertu partagée par tous, en considérant d'ailleurs que la vie va très très vite et on n'est plus dans la perspective de la carrière où on commençait tout en bas de l'échelle et on savait qu'on gagnerait un maximum d'argent quand on arriverait en fin de carrière. Là, on veut des débuts de carrière fructueuses, donc beaucoup d'argent tout de suite. Donc, ça peut être par le travail pour certains, avec évidemment des inventions qui peuvent rapporter gros, et puis donc par ces jeux qui imprègnent un peu la vie des gens jusqu'à évidemment les faire tomber dans l'addiction. Un phénomène d'addiction qui déclenche de l'inquiétude, d'abord chez les intéressés. Depuis 2021, au moins 60 000 Français auraient fait la démarche d'arrêter les jeux de hasard, effrayés par les fortes sommes d'argent qu'ils gaspillent. Le montant se compte parfois en dizaines de milliers d'euros. Passons à présent à l'actualité en bref en France. Un député déconstruit par des accusations abusives. Jeudi, l'avocat de l'ancien député écologiste de Paris, Julien Bayou, a annoncé que son client était mis hors de cause concernant l'affaire de harcèlement moral pour laquelle il était poursuivi par son ex-compagne. Après enquête, ces plaintes ont été classées sans suite pour absence d'infraction. Une affaire qui fait réfléchir sur le MeToo et la présomption de culpabilité souvent inhérente alors qu'en 2022, le parti Europe Écologie Les Verts avait fait un lynchage médiatique de son député et exigeait son retrait du groupe. La pourfendeuse de barbecue Sandrine Rousseau avait affirmé que les faits dont Julien Bayou était accusé étaient, je cite, « de nature à briser la santé morale des femmes ». Une justice écolo-féministe un peu trop expéditive. On prend la même drogue et on recommence. Jeudi, l'animateur de télévision Christophe de Chavannes a été reconnu coupable de conduite sous l'empire de stupéfiants en récidive. Le tribunal correctionnel de Moulins dans l'Allier l'a condamné à 1 200 € d'amende et à l'annulation de son permis de conduire. Les faits qui lui étaient reprochés remontent au mois d'août dernier. Il avait été testé positif à la cocaïne sur une route nationale d'Auvergne-Rhône-Alpes. Il était aussi pris en flagrant délit d'excès de vitesse roulant à 120 km/h sur une portion de 80 km/h. Il avait été condamné pour des faits similaires à Blois, en Loir-et-Cher, en 2021. Comme l'affaire Palmade l'a montré, la drogue semble circuler à flot dans le milieu médiatique. L'émission « Quelle époque » de Christophe de Chavannes porte bien son nom. La menace libertarienne plane sur la France. Selon France Info, l'Élysée garderait un œil sur un courant libertarien pro-Javier Milei qui se développerait sur les réseaux sociaux. En effet, depuis l'avènement du président argentin Javier Milei, et encore plus avec l'arrivée d'Elon Musk au poste de directeur du département de l'efficacité gouvernementale aux États-Unis, des internautes, essentiellement sur le réseau social X, se mettent à rêver d'un État qui arrêterait de leur prendre le fruit de leur travail. Ceux-ci se trouvent par ailleurs peu enclins à admettre les privilèges du secteur public. Pire, probablement, ils défendent une liberté d'expression totale, ce qui n'a pas le vent en poupe en France. Le courant séduit un peu et a trouvé quelques relais dans le personnel politique français à l'image de l'ancien LR Éric Ciotti ou du maire de Cannes David Linard. Poudlard chez les Moldus. En Gironde, le lycée privé Saint-Clément de Kudos va ouvrir une classe Harry Potter en 6e pour, je cite, insuffler un nouveau dynamisme. L'établissement qui dispose de magnifiques infrastructures entend ainsi capter l'attention de jeunes dont les résultats sont de moins en moins magiques. L'établissement, censé être catholique, entend ainsi dédramatiser l'entrée en 6e en plongeant les élèves dans un univers familier et dont les valeurs sont porteuses comme l'entraide ou le courage. Des groupes au sein de la classe correspondront
aux maisons de l'école des sorciers de la célèbre série de romans, et plusieurs activités seront tournées vers l'univers des livres avec la fabrication de grimoires en art plastique, découverte de l'œuvre en anglais, ou encore des points gagnés en aidant à la cantine ou en réussissant un défi de maths. À la fin de l'année, les élèves se rendront à Londres pour visiter les studios de tournage du film. La formule semble prendre puisqu'une vingtaine d'apprentis collégiens sont déjà inscrits. L'actualité internationale en bref. L'océan Pacifique porte mal son nom. Jeudi, à Canberra, le ministre de la Défense australien a dit surveiller la présence de 3 navires militaires chinois au large de sa côte est. Leur présence est inhabituelle, mais, comme il le souligne lui-même, n'est pas illégale. Le ministre des Affaires étrangères australien a ensuite affirmé qu'il y aurait des exercices de tir réels sur ces navires qui suscitent des questions. Pékin rétorque que ces exercices sont des manœuvres sûres et légitimes. Des expulsions plus compliquées que prévu. L'administration Trump peine à expulser les sans-papiers aussi massivement qu'elle l'avait envisagé lors de sa campagne. Une semaine après son investiture, la police de l'immigration faisait état de plus de 1000 arrestations quotidiennes contre un objectif compris entre 1200 et 1500. Depuis le 20 janvier, le nombre journalier d'expulsions a été de 820 contre 742 en 2024 sous la présidence Biden. Tom Homan, architecte de la stratégie d'opération coup de poing contre les clandestins, a fait part de son agacement et estime que son administration doit faire mieux. En revanche, les entrées sur le territoire américain se sont raréfiées, ce qui était probablement aussi le but recherché de la communication assez agressive sur la question migratoire. Un baiser à 10 000 €. L'ancien président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, a été condamné à une amende de 10 800 € pour un baiser forcé sur la joueuse Jenny Hermoso lors de la remise des médailles suivant le sacre des Espagnols au mondial féminin le 20 août 2023 en Australie. L'affaire avait fait la une de la presse ibérique et l'ancien président est également interdit de s'approcher de Jenny Hermoso à moins de 200 mètres et de communiquer avec elle pendant 1 an. Il a cependant été relaxé pour les pressions qu'il avait été accusé d'avoir exercées sur la joueuse pour étouffer le scandale. Devenue une égérie du féminisme, Jenny Hermoso avait affirmé à l'ouverture du procès le 3 février n'avoir jamais donné son consentement, tandis que l'ancien homme fort du foot espagnol avait campé sur ses positions, se disant absolument sûr que Jenny Hermoso avait consenti à ce baiser. L'Espagne peut désormais passer à autre chose. La doyenne de l'humanité est une religieuse catholique brésilienne. Depuis le 29 décembre 2024, Ina Canabaro Lucas, âgée de 116 ans, est la personne la plus âgée du monde à la suite du décès de la japonaise Tomiko Ituka, à l'âge de 116 ans également. Ina Canabaro Lucas réside dans un couvent près de Porto Alegre, au sud du Brésil. Elle a 28 ans de plus que le pape François, qui, selon les dernières nouvelles du Vatican, connaîtrait une légère amélioration de sa santé après 6 jours d'hospitalisation. Le communiqué du Saint-Siège souligne toutefois que le souverain pontife a toujours plusieurs foyers de pneumonie. Ce soir, un zoom et demain dans le samedi politique, Élise Blaise reçoit Nicolas Dupont-Aignan. Il fait part de sa colère face au délire guerrier d'Emmanuel Macron. Dimanche, les conversations et Terre de Mission. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous et à lundi.